L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 28. La bibliothèque du roi. J'en étais là de mon rêve, lorsqu'une maudite porte tournante, située au chevet de mon lit, en criant sur ses gonds, fit une révolution dans mon sommeil. Je perdis de vue, et mon guide, et la ville. Mais l'esprit toujours frappé du tableau qui s'y était vivement imprimé, je retombai heureusement dans le même songe. J'étais seul alors, abandonné à moi-même. Il faisait grand jour, et par sympathie je me trouvais à la bibliothèque du roi. Mais j'eus besoin de m'en assurer plus d'une fois. Au lieu de ces 4 salles d'une longueur immense et qui renfermaient des milliers de volumes, je ne découvris qu'un petit cabinet où étaient plusieurs livres qui ne me parurent rien moins que volumineux. Surpris d'un si grand changement, je n'osais demander si un incendie fatal n'avait pas dévoré cette riche collection. Oui, me répondit-on, c'est un incendie mais ce sont nos mains qui l'ont allumé volontairement. J'ai peut-être oublié de vous dire que ce peuple est le plus affable du monde, qu'il a un respect tout particulier pour les vieillards, et qu'il répond aux questions qu'on lui fait, non en français, qui interroge en répondant. Le bibliothécaire, qui était un véritable homme de lettres, s'avança vers moi, et pesant toutes les objections ainsi que les reproches que je lui faisais, il me tint le discours suivant. Convaincu par les observations les plus exactes, que l'entendement s'embarrasse de lui-même dans 1000 difficultés étrangères, nous avons découvert qu'une bibliothèque nombreuse était le rendez-vous des plus grandes extravagances et des plus folles chimères. De votre temps, à la honte de la raison, on écrivait, puis on pensait. Nos auteurs suivent une marche tout opposée. Nous avons immolé tous ces auteurs qui ensevelissaient leurs pensées sous un amas prodigieux de mots ou de passages. Rien n'égare plus l'entendement que des livres mal faits, car les premières notions une fois adoptées sans assez d'attention, les secondes deviennent des conclusions précipitées, et les hommes marchent ainsi de préjugés en préjugés et d'erreur en erreur. Le parti qu'il nous restait à prendre était de réédifier l'édifice des connaissances humaines. Ce projet paraissait infini, mais nous n'avons fait qu'écarter les inutilités qui nous cachaient le vrai point de vue. Comme pour créer le palais du Louvre, il n'a fallu que renverser les masures qui le masquaient de toutes parts. Les sciences dans ce labyrinthe de livres ne faisaient que tourner et circuler, revenant sans cesse au même point sans s'élever, et l'idée exagérée de leur richesse ne faisait que déguiser l'indigence réelle. En effet, que contenait cette multitude de volumes ? Ils étaient pour la plupart des répétitions continuelles de la même chose. La philosophie s'est présentée à nos yeux sous l'image d'une statue toujours célèbre, toujours copiée, mais jamais embellie. Elle nous paraît plus parfaite dans l'original, et semble dégénérer dans toutes les copies d'or et d'argent que l'on a faites depuis. Plus belle, sans doute, lorsqu'elle a été taillée en bois par une main presque sauvage, que lorsqu'on l'a environnée d'ornements étrangers. Dès que les hommes se livrant à leur paresseuse faiblesse s'abandonnent à l'opinion des autres, leurs talents deviennent imitateurs et serviles, ils perdent l'invention et l'originalité. Que de projets vastes et de spéculations sublimes ont été éteints par le souffle de l'opinion. Le temps n'a voituré jusqu'à nous que les choses légères et brillantes qui ont eu l'approbation de la multitude, tandis qu'il a englouti les pensées mâles et fortes qui étaient trop simples ou trop élevées pour plaire aux vulgaires. Comme nos jours sont bornés, et qu'ils ne doivent pas être consumés dans une philosophie puérile, nous avons porté un coup décisif aux misérables controverses de l'école. Qu'avez-vous fait ? Achevez, s'il vous plaît. D'un consentement unanime, nous avons rassemblé dans une vaste plaine tous les livres que nous avons jugés, ou frivoles ou inutiles ou dangereux. Nous en avons formé une pyramide qui ressemblait en hauteur et en grosseur à une tour énorme, c'était assurément une nouvelle tour de Babel. Les journaux couronnaient ce bizarre édifice, et il était flanqué de toutes parts de mandements d'évêques, de remontrances de parlements, de réquisitoires et d'oraisons funèbres. Il était composé de 5 ou 600 000 commentateurs,
de 800 000 volumes de jurisprudence, de 50 000 dictionnaires, de 100 000 poèmes, de 100 000 voyages et d'1 milliard de romans. Nous avons mis le feu à cette masse épouvantable, comme un sacrifice expiatoire offert à la vérité, au bon sens, au vrai goût. Les flammes ont dévoré par torrents les sottises des hommes, tant anciens que modernes. L'embrasement fut long. Quelques auteurs se sont vus brûler tout vivants, mais leurs cris ne nous ont point arrêtés. Cependant nous avons trouvé au milieu des cendres quelques feuilles des œuvres de paix, de la hache, de l'ABA, qui, vu leur extrême froideur, n'avaient jamais pu être consumées. Ainsi nous avons renouvelé par un zèle éclairé ce qu'avait exécuté jadis le zèle aveugle des barbares. Cependant, comme nous ne sommes ni injustes ni semblables aux Sarrasins qui chauffaient leurs bains avec des chefs-d'œuvre, nous avons fait un choix, de bons esprits ont tiré la substance de 1000 volumes in folio, qu'ils ont fait passer tout entier dans un petit in 12. À peu près comme ces habiles chimistes, qui expriment la vertu des plantes, la concentrent dans une fiole, et jettent le marc grossier. Nous avons fait des abrégés de ce qu'il y avait de plus important, on a réimprimé le meilleur, le tout a été corrigé d'après les vrais principes de la morale. Nos compilateurs sont des gens estimables et chers à la nation, ils avaient du goût, et comme ils étaient en état de créer, ils ont su choisir l'excellent, et rejeter ce qui ne l'était pas. Nous avons remarqué, car il faut être juste, qu'il n'appartenait qu'à des siècles philosophiques de composer très peu d'ouvrages, mais que dans le vôtre, où les connaissances réelles et solides n'étaient pas suffisamment établies, on ne pouvait trop entasser les matériaux. Les manœuvres doivent travailler avant les architectes. Dans les commencements, chaque science se traite par partie, chacun porte son attention sur la portion qui lui est échue, rien n'échappe par ce moyen, on observe les plus petits détails. Il était nécessaire que vous fissiez une multitude innombrable de livres, c'était à nous de rassembler ces parties dispersées. Les hommes qui ont la tête vide et des demi-lueurs, sont d'éternels babillards, l'homme sage et instruit parle peu, mais parle bien. Vous voyez ce cabinet, il renferme les livres qui ont échappé aux flammes. Ils sont en petit nombre, mais ceux qui sont restés ont mérité l'approbation de notre siècle. Curieux, je m'approchai, et consultant la première armoire, je vis qu'on avait conservé parmi les Grecs, Homère, Sophocle, Euripide, Démosthène, Platon, et surtout notre ami Plutarque, mais on avait brûlé Hérodote, Sappho, Anacréon, et le vil Aristophane. Je voulus défendre un peu la cause du défunt Anacréon, mais on me donna les meilleures raisons du monde, que je n'exposerai point ici, parce qu'elles ne seraient point entendues de mon siècle. Dans la deuxième armoire, destinée aux auteurs latins, je trouvai Virgile, Pline en entier, ainsi que Tite-Live, mais on avait brûlé Lucrèce, à l'exception de quelques morceaux poétiques, parce que sa physique est fausse et que sa morale est dangereuse. On avait supprimé les longs plaidoyers de Cicéron, habile rhéteur plutôt comme éloquent, mais on avait conservé ses ouvrages philosophiques, un des morceaux les plus précieux de l'Antiquité. Salluste était resté. Ovide et Horace avaient été purgés, les odes du dernier paraissaient bien inférieures à ses épîtres. Sénèque était réduit à un quart. Tacite avait été conservé, mais comme il règne dans ses écrits une teinte sombre qui montre l'humanité en noir, et qu'il faut n'avoir pas une mauvaise idée de la nature humaine, parce que ces tyrans ne sont pas elles, on ne permettait la lecture de cet auteur profond qu'à des cœurs bien faits. Catulle avait disparu, ainsi que Pétrone. Quintilien était d'un volume fort mince. La troisième armoire contenait les livres anglais. C'était celle qui renfermait le plus de volumes. On y rencontrait tous les philosophes qu'a produit cette île guerrière, commerçante et politique. Milton, Shakespeare, Pope, Young, Richardson jouissaient encore de toute leur renommée. Leur génie créateur, ce génie que rien ne captivait, tandis que nous étions obligés de mesurer tous nos mots. L'énergie féconde de ces âmes libres faisait l'admiration d'un siècle difficile.
Le reproche futile que nous leur faisions de manquer de goût était effacé devant des hommes qui, amoureux d'idées vraies et fortes, se donnaient la peine de lire et savaient ensuite méditer sur leur lecture. On avait retranché cependant du nombre des philosophes ces sceptiques dangereux qui avaient voulu ébranler les fondements de la morale. Ce peuple vertueux, conduit par le sentiment, avait dédaigné ces vaines subtilités, et rien n'avait pu lui persuader que la vertu fût une chimère. La 4e armoire offrait les livres italiens. La Jérusalem délivrée, le plus beau des poèmes connus, était à la tête. On avait brûlé une bibliothèque entière de critiques faites contre ce poème enchanteur. Le fameux traité des délits et des peines avait reçu toute la perfection dont cet important ouvrage était susceptible. Je fus agréablement surpris en voyant nombre d'ouvrages pensés et philosophiques sortis du sein de cette nation. Elle avait brisé le talisman qui semblait devoir perpétuer chez elle la superstition et l'ignorance. Enfin j'arrivai en face des écrivains français. Je portais une main avide sur les 3 premiers volumes, c'étaient Descartes, Montaigne et Charron. Montaigne avait souffert quelques retranchements, mais comme il est le philosophe qui a mieux connu la nature humaine, on avait conservé ses écrits, quoique toutes ses idées ne soient pas absolument irréprochables. On avait brûlé et Malebranche le visionnaire, et le triste Nicole, et l'impitoyable Arnaud, et le cruel Bourdaloue. Tout ce qui concernait les disputes scolastiques était tellement anéanti, que lorsque je parlais des lettres provinciales et de la destruction des jésuites, le savant bibliothécaire fit un anachronisme des plus considérables, je le relevai poliment, et il me remercia avec sincérité. Je ne pus jamais rencontrer ces lettres provinciales, ni l'histoire même plus moderne qui contenait le détail de cette grande affaire, elle était alors bien petite. On parlait des jésuites comme nous parlons aujourd'hui des anciens druides. On avait fait rentrer dans le néant, dont elle n'aurait jamais dû sortir, cette foule de théologiens d'hyper de l'Église, les écrivains les plus sophistiques, les plus bizarres, les plus obscurs, les plus déraisonnables, qui furent jamais, diamétralement opposés au Locke, au Clarke. Il semblait, me dit le bibliothécaire, avoir posé les bornes de la démence humaine. J'ouvrais, je feuilletais, je cherchais les écrivains de ma connaissance. Ciel, quelle destruction! Que de gros livres évaporés en fumée! Où est donc ce fameux Bossuet, imprimé de mon temps en 22 volumes in quarto? Tout a disparu, me répondit-on. Quoi, cet aigle, qui planait dans la haute région des airs, ce génie? En conscience, que pouvions-nous conserver? Il avait du génie, d'accord, mais il en a fait un pitoyable usage. Nous avons adopté la maxime de Montaigne. Il ne faut pas s'enquérir quel est le plus savant, mais quel est le mieux savant. L'histoire universelle de ce Bossuet n'était qu'un pauvre squelette chronologique, sans vie et sans couleur, puis il avait donné un tour si forcé, si extraordinaire aux longues réflexions qui accompagnaient cette maigre production, que nous avons peine à croire qu'on ait lu cet ouvrage pendant plus de 50 années. Mais du moins ces floraisons funèbres nous ont fort irrités contre lui. C'était bien là le misérable langage de la servitude et de la flatterie. Qu'est-ce qu'un ministre du Dieu de paix, du Dieu de vérité, qui monte en chair pour louer un politique sombre, un ministre avare, une femme vulgaire, un héros meurtrier, et qui tout occupé, comme un poète, d'une description de bataille, ne laisse pas échapper un seul soupir sur cet horrible fléau qui désole la terre? En ce moment il ne pensait point à soutenir les droits de l'humanité, à présenter au monarque ambitieux, par l'organe sacré de la religion, des vérités fortes et terribles. Il songeait plutôt à faire dire. Voilà un homme qui parle bien. Il fait l'éloge des morts lorsque leurs cendres sont encore tièdes, à plus forte raison donnera-t-il une bonne dose d'encens aux rois qui ne sont pas décédés. Nous ne sommes point amis de ce Bossuet. Outre qu'il était un homme orgueilleux, dur, un courtisan souple et ambitieux, c'est lui qui a accrédité ces oraisons funèbres qui depuis se sont multipliées comme les flambeaux funéraires, et qui,
comme eux, exhale en passant une odeur empoisonnée. Ce genre nous a paru le plus mauvais, le plus futile, le plus dangereux de tous, parce qu'il était tout à la fois faux, froid, menteur, fade, impudent. En ce qu'il contredisait toujours le cri public qui allait frapper les murailles ou l'orateur, qui déclamait avec faste, riait lui-même tout bas des couleurs mensongères dont il paraît son idole. Voyez son rival, son vainqueur doux et modeste, cet aimable, ce sensible Fénelon, auteur du Télémaque et de plusieurs autres ouvrages que nous avons soigneusement conservés, parce qu'on y trouve l'accord rare et heureux de la raison et du sentiment. Avoir composé le Télémaque à la cour de Louis XIV nous semble une vertu étonnante, admirable. Certainement le monarque n'a pas compris le livre, et c'est ce qu'on peut avancer de plus favorable en son honneur. Sans doute il manque à cet ouvrage des lumières plus vastes, des connaissances plus approfondies, mais que dans sa simplicité il a de force, de noblesse et de vérité. Nous avons mis à côté de cet écrivain les œuvres du bon abbé de Saint-Pierre, dont la plume était faible, mais dont le cœur était sublime. 7 siècles ont donné à ces grandes et belles idées la maturité convenable. C'étaient ceux qui le raillaient d'être visionnaire, qui embrassaient de pures chimères. Ces rêves sont devenus des réalités. Parmi les poètes français, je revis Corneille, Racine, Molière, mais on avait brûlé leurs commentaires. Je fis au bibliothécaire la question que l'on fera encore probablement pendant 700 années. Auquel donneriez-vous la préférence des 3 ? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.